Enfin, je me suis demandé pourquoi certains médias traditionnels semblaient me considérer comme une journaliste de seconde zone, surtout quand on voyait des gens comme Marcia Clark, procureure malheureuse lors du procès de O.J. Simpson devant le tribunal de Santa Maria en tant que reporter pour Entertainment Tonight. J'étais sidérée que certains animateurs de chaînes de télévision me jugent incapable de faire du reportage télévisé. Malgré des années d'expérience comme reporter et comme commentatrice télé, je savais pendant tout le procès de Jackson qu'on me dénigrait dans mon dos. Parfois, des journalistes m'attaquaient verbalement, même en face. Je me demandais pourquoi j'avais enduré tant de drames, de dépenses et de souffrances pour rien. Lors de mon voyage à New York, j'ai constaté qu'aucun éditeur américain ne voulait publier un livre sur Michael Jackson et surtout pas un ouvrage qui aurait présenté sa version des faits. J'étais anéantie. Mais ensuite, j'ai pensé à Michael, je me suis demandé ce qu'il ressentait et j'ai compris que c'était lui qui avait vécu un véritable enfer. C'était lui qui avait été la proie des médias traditionnels, dont la machine à détruire la réputation était impitoyable. C'était lui que l'on calomniait dans son dos. Moins d'un mois après son acquittement, j'ai appris que Jackson, ses trois enfants et leur nounou s'étaient installés au Bahreïn, royaume du Golfe Persique, et j'ai compris pourquoi. Au moins en tant qu'invité du Cheikh Abdallah, membre de la famille royale, Jackson retrouverait son intimité et pourrait se ressourcer, se détendre et envisager un retour sur scène. Il semblerait que la star ait été sollicitée pour ouvrir un vignoble ou un parc d'attractions, mais cela ne l'intéressait pas. Michael Jackson avait des projets plus ambitieux, mais pour l'instant, il voulait simplement laisser ce cauchemar derrière lui. Des mois plus tard, j'ai contacté le juge Rodney Melville, qui a émis une ordonnance m'autorisant à consulter et photographier toutes les preuves du procès pénal. J'ai passé beaucoup de temps à faire de nombreux allers-retours à Santa Maria, à photographier Neverland, la résidence privée de Michael, à consigner toutes les preuves que j'avais vues pendant le procès et à demander des copies des transcriptions. Il est à noter que tous les témoignages cités dans ce livre proviennent directement des transcriptions du procès. J'ai eu une révélation alors que j'étais assise au sous-sol du palais de justice de Santa Maria en train de visionner des heures d'enregistrement inédits, sous le regard attentif d'une greffière qui prenait des notes. Je me suis arrêtée au moment où l'accusateur déclarait à la police qu'il n'était pas sûr de certains points. J'ai rembobiné l'enregistrement de l'interrogatoire de l'accusateur par la police et j'ai demandé à la greffière son avis. Je voulais savoir si elle avait des fils, si les garçons de 13 ans connaissaient déjà leur sexualité. La greffière m'a regardée et a secoué la tête. Bien sûr que les garçons savent, a-t-elle dit. Certainement dès l'âge de 13 ans. J'avais désormais ma réponse. J'ai décidé de contacter un défenseur de Jackson, Pearl Jr., qui avait également couvert le procès de Jackson, et nous avons déjeuné ensemble à Los Angeles. Pearl Jr. m'a encouragé à écrire le livre sur le procès de Jackson. Cependant, je sentais toujours que je devais mener un combat difficile. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Tom Mesereau, par hasard, non pas une, mais deux fois, et j'ai pris cela comme un signe. J'avais le sentiment que quoi qu'en disent les médias, les sceptiques et même mes amis et ma famille, je devais prendre la défense de Michael Jackson. En écrivant, j'ai remarqué que partout on se moquait de moi. Un livre pro-Jackson? Impossible. Plus on me pressait de questions, plus je m'énervais, alors que je peinais à éplucher des milliers de pages de transcriptions de procès et que l'on me décourageait dès le départ, je commençais à croire que je n'en finirais jamais avec ce livre. Ce fut l'ouvrage le plus ardu que j'ai jamais entrepris, et par moments, j'avais l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Je me demandais si Michael avait vécu ça de cette façon. Pour me remonter le moral, je repensais sans cesse au moment où Michael m'avait salué pendant le procès. C'était dans le couloir, pendant une pause, et je le fixais comme s'il était une statue de cire. Soudain, Michael m'a regardé et il a dit «Salut». Quand il a parlé, ça m'a surprise. Il était drôle et j'adorais ça. On me demandait souvent si j'avais déjà rencontré Michael Jackson et j'ai répondu oui. Mais en réalité, je ne me suis jamais présentée et il ne me connaît certainement pas. Je ne lui ai posé qu'une seule question depuis l'espace réservé aux journalistes. C'était au début, alors que Michael répondait encore aux questions des médias. Je lui ai demandé s'il parlait à ses fans aux portes de Neverland. Michael avait déjà dépassé la foule de journalistes, mais il s'est retourné, m'a regardé et il m'a dit «J'aime mes fans, j'aime mes fans». C'était comme si elles étaient les seules personnes qui comptaient. J'espère que ce livre touchera bien plus que les seuls partisans de Jackson et qu'il atteindra des millions de personnes qui font beaucoup trop confiance aux médias à sensation. Si la vérité triomphe alors, d'une manière ou d'une autre, les gens s'ouvriront. Premier chapitre, ABC, c'est facile. C'était le jour du jugement dernier, l'un des verdicts les plus importants de l'histoire mondiale et des milliers de personnes envahissaient les rues autour du palais de justice. L'arrivée de Michael Jackson était imminente et les adjoints du shérif traitaient la foule comme dans un camp d'entraînement NAZI, exigeant que chacun se tienne en rang serré et rétablissant l'ordre dans le chaos. Tandis que certains journalistes attendaient à l'extérieur, sous la tente principale du commandant, de voir qui aurait une place assise, l'atmosphère était tendue et l'émotion palpable.
Après 5 mois de couverture médiatique exhaustive de l'affaire par toutes les chaînes possibles, les journalistes n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la nature de la justice rendue dans l'affaire opposant l'État de Californie à Michael Joe Jackson. Tout au long de la semaine de délibération du jury, les chaînes d'information en continu ont alimenté la polémique et en diffusant des images des cellules où Jackson pourrait être incarcéré. Certains s'attendaient à ce que la superstar ne se présente pas au tribunal et tente d'échapper à son sort. Lundi 13 juin 2005 à midi, l'annonce du verdict du jury fut faite. Les médias du monde entier étaient en ébullition et de nombreux journalistes et cinéastes étaient arrivés, proposant de nouvelles analyses et de nouveaux angles de caméra. Une foule de fans de Michael Jackson avait installé des campements autour du tribunal, certains avec des caméscopes, d'autres avec des téléphones portables, d'autres encore avec tous les appareils numériques high-tech imaginables. Les gens rivalisaient pour avoir la meilleure vue de Michael, la meilleure photo de Michael, le meilleur t-shirt de Michael, la meilleure affiche de Michael, c'était la folie. Les personnes qui campaient à Santa Maria étaient de toute origine, de toute taille, de toute forme, de toute couleur et de tous âges. Dans l'attente d'une nouvelle, une véritable frénésie s'était emparée des fans, parmi lesquels on comptait une demi-douzaine d'imitateurs de Michael Jackson et quelques femmes qui rêvaient d'être Billie Jean. Des représentants venus de près de la moitié des pays du monde étaient présents et clamaient haut et fort l'innocence de Michael. Pour les fans de Jackson, qui se rassemblaient chaque jour devant le tribunal, le procès offrait une rare occasion de mettre de côté leurs différends. Les personnes venues des 4 coins du monde se sont unies dans leur combat pour la justice. Ils croyaient que Michael était un homme d'exception. Les médias les ont instrumentalisés et ils étaient venus en masse pour le soutenir. Le public aimait Michael comme un frère, un artiste, une icône. Mais pour les médias, les fans de Jackson paraissaient excessifs et excentriques. Ils étaient facilement ignorés. L'attente du verdict était interminable. Chaque heure paraissait une éternité. L'impatience des spectateurs grandissait. Lorsque les portes du tribunal s'ouvrirent au public, la foule se pressa contre les grilles, se rapprochant des agents de police. Seuls quelques gagnants de la loterie furent autorisés à entrer. Ces 35 personnes entrèrent silencieusement, furent contrôlées au détecteur de métaux, fouillées et averties de toute réaction excessive. Escortés par des agents armés, les gagnants prirent leur place dans la salle d'audience sans presque faire de bruit. Pour chaque personne présente, l'attente du verdict avait atteint des proportions colossales. Sur les 2200 journalistes accrédités couvrant le procès, une trentaine seulement bénéficiaient de places réservées. Quelques dizaines de producteurs suivraient le verdict en circuit fermé, installés dans une salle annexe, à l'écart du public, mais la majeure partie des médias préféra rester juste devant les portes du tribunal, sous leurs tentes respectives, leurs présentateurs prêts à annoncer l'affaire Jackson. Les médias en ébullition cherchaient le moindre détail croustillant, le moindre élément susceptible d'attiser la curiosité, mais le silence régnait. Alors que l'attente du verdict montait en flèche, les producteurs de journaux télévisés furent soudainement assaillis par un nombre croissant de fans qui se mirent à crier « Michael est innocent !»